Non, parce que moi j'avais une question qui est dans Jeu du Soleil. Ouais. Si tu étais président. De la République? Ah, moi j'ai un très très mauvais rapport avec l'argent. C'est qu'un bout de papier pour moi. Si demain, voilà, mais l'argent est prime au-delà des valeurs humaines, écologiques, enfin tout ce qui est naturel et qui nous fait vivre en fait. Si j'étais président, ben, je distribuerais que pour tout le monde soit, au moins puisse vivre décemment en fait. Décemment. Mon souci principal, c'est que chaque personne en France, au moins, puisse vivre décemment. Mon premier signalement, je l'ai fait le lendemain de discussion sur un rond-point dans le Tarn, où j'ai saisi ce que vous étiez en train de faire. Voilà, on était pas. Voilà, j'ai saisi que c'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté et qu'il se passait quelque chose. Et je vois ces violences policières et ce silence médiatique, et donc je réagis au quart de tour. Mais pas une minute, j'imagine que je vais y passer mes nuits et mes jours. Pas une minute. Je pense que vraiment naïvement, que la police républicaine, comme elle aime s'appeler, va très vite revenir républicaine. On est le 3 décembre quand je pense ça. Et il lui arrive ce qui lui arrive le 8 décembre. C'est-à-dire le 8 décembre, c'est encore pire. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Bon, donc voilà. J'ai 50 ans, j'arrive de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ma vie avant, ben, j'étais chauffeur routier en fait. Donc effectivement, je naviguais beaucoup en France et en Europe. Et jusqu'au 8 décembre en fait, où je perds mon œil pas loin des Champs-Élysées en fait. Et puis voilà, j'avais une vie somme toute classique, je gagnais bien ma vie. Voilà, et puis ce mouvement des Gilets jaunes où je me suis dit, mais ça fait un petit moment quand même que j'attendais ça. Il y avait un terreau en moi. Mais effectivement, le travail, la famille, tout ça, ça faisait comme un couvercle en fait. Et puis ce couvercle, il a sauté le 8 décembre. Et effectivement, ma vie a pris un sacré virage. Ouais. Donc première manif gilet jaune et effectivement, première manif tout court. C'est quoi alors quand tu arrives, si tu veux nous raconter un peu? Le matin, c'est assez paisible. Je suis relativement content d'être là, en fait, d'apporter du jaune. Et c'est bon enfant. J'avoue que c'est bon enfant et jusqu'à peu près fin de matinée où ça commence à partir un peu en vrac. Et j'ai ce sentiment perso c'est vraiment les forces de l'ordre qui agresse. Je pense que le mot n'est pas assez fort. Qui agresse et qui déclenche la violence, en fait. Au départ, fin de matinée, j'ai pas vu vraiment de gilets jaunes. Alors oui, des slogans, mais c'était vraiment bon enfant, en fait. Ça chantait, enfin, je veux dire, c'était vraiment bon enfant, quoi, en fait. Je pensais vraiment que ça allait s'inscrire comme ça, et puis non, en fait. Non, un déchaînement de forces de police au bout d'un moment, des fumigènes, des tirs de LBD. Je ne le dis pas souvent, mais je prends un tir à 11 h du matin, tout simplement parce qu'il y a un passage qui s'ouvre dans les gilets jaunes en fait. Et je prends un tir, je suis là tranquille, et je vois les deux gendarmes qui me pointent du doigt, qui parlent de moi en fait. C'est là où ça commence à basculer un peu dans mon esprit. C'est là où je me dis, mais ils m'ont tiré dessus, ils m'ont pas tiré dessus. Qu'est-ce que j'ai pris dans le... Ça fait mal quand même. Ah, ça fait extrêmement mal. J'ai eu un hématome, mais assez violent. Alors, j'ai jamais pris de coup de batte, mais je pense que c'est un coup de batte, un coup de pioche, ouais. C'est vraiment violent. Et puis, alors, je vois que ça vient d'eux, mais c'est là où je réalise pas. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour prendre ce truc dans la main? Et c'est après que je me dis, mais c'est le flashball. En fait, je viens de prendre un tir de flashball, en fait. Et là, je rejoins mon beau-fils, je lui dis, mais fais attention, viens, on s'écarte, on s'éloigne des policiers. J'allais dire des flics. Ouais. Et puis après, alors voilà, ça part, la violence qui monte. Au bout d'un moment, il y a un sentiment de légitime défense quand même de la part des Gilets jaunes. Justement par rapport à cette sensation d'être agressé, en fait, par les forces de l'ordre. Et puis alors ça monte crescendo dans la violence de part et d'autre, forcément. Forcément. Quand tu dis légitime défense, ça veut dire que toi aussi, enfin que les gilets jaunes aussi, du coup ont envie de riposter et pas se laisser tirer comme des lapins, c'est ça que tu estimes la légitime défense ou... Honnêtement, j'ai failli
pété les plombs plusieurs fois, aller vraiment au carton, parce que je voyais des gens... c'est quand j'ai vu ce gars avec la mâchoire là, complètement éclatée, et cette jeune fille qui se fait aussi éclater l'œil devant le McDo là, aux Champs-Élysées, je me suis dit, enfin, il y a tout qui s'écroulait là. Alors, moi, au bout d'un moment, soit je pète les plombs et je me dis, je vais me battre, ou alors je m'en vais. Alors, je décide de partir. Et c'est là où je m'aperçois qu'il y a ce phénomène de nassage. Mais là aussi, j'avais jamais entendu parler de ce terme de nassage. Alors, après, rétrospectivement, effectivement, on sent qu'il y a une véritable tactique qui est mise en place. Et en fait, voilà, c'est impossible de quitter l'endroit où on se trouve. Tout est nassé, tout est fermé. Et au bout d'un moment, j'ai une petite bulle où je redeviens un citoyen français, où je me dis, mais je vais pouvoir m'approcher des forces de l'ordre et leur faire part que je veux partir, en fait. Je suis citoyen français, je veux quitter une manifestation. Alors, au moment où je m'approche d'eux, arrivé à, je sais pas, 5-6 mètres, j'en sais rien, ils chargent, en fait. Ils chargent, et là, je vois que c'est mort. Je vois que c'est mort. Je commence à prendre une grenade côté gauche, et puis, pratiquement en suivant, un tir de LBD dans l'œil, quoi, je veux dire. Et alors, je me retourne pour aller vers les gilets jaunes. C'est ma seule issue, c'est mon seul espoir, en fait. Le choc. Je pensais que j'avais perdu véritablement la moitié du visage. Alors, c'est le regard du premier gilet jaune qui me voit. Son regard, hein, je l'ai gravé dans mon esprit. Et là, je me dis, waouh, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai pris un tir de LBD Alors, quand je suis arrivé à Cochin et que je vois pour la première fois mon visage dans un miroir, en fait, je sais que je suis borné. Au plus profond de moi, je sais que je suis borné. Le témoignage de Patrice, il est éloquent parce que il est typique des mutilés et des blessés, c'est-à-dire il y a deux choses. Primo-manifestant, c'est-à-dire qui n'a pas les codes de la manifestation. Et on va comprendre aussi très vite qu'il y a des policiers qui n'ont pas les codes de la manifestation, puisque la police va décider d'appeler des gens dont ce n'est ni le métier, ni la formation, ni l'équipement, etc. Donc on a face à face deux populations primo-manifestantes, des deux côtés de la barricade, on pourrait dire. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'il a dit de manière, j'en ai la chair de poule, c'est-à-dire les yeux qui s'ouvrent, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce que Patrice a vécu dans sa chair, je crois que c'est une partie du pays qui le découvre, c'est-à-dire que à un moment donné, la France fait le choix de ne plus faire du maintien de l'ordre, mais de faire de la répression. Il y a tout un pan de moi qui est mort pour tout ce qui est notion de liberté, de démocratie. Et puis la France, ce que représente la France, même à l'international, avec ses notions de liberté, égalité, fraternité, pays des droits de l'homme. Au bout d'un moment, il va falloir être clair et honnête. Il va falloir arrêter les vitrines, je pense. Même le rôle qu'avait la police, pour moi, à mon sens. J'ai un père qui était policier. Donc, mais tout ça, il est à la retraite, j'oublie qu'il était flic, en fait. On m'a pas trop fait chier avec ça dans ma vie, mais maintenant ça me fait chier, en fait, même s'il est à la retraite. Pour ce qu'il a pu représenter et pour ce que représente la police maintenant, l'État français, enfin la République, je veux dire. Voilà, puis avec toute cette notion de liberté, c'est tronqué, j'y crois plus, c'est fini. Moi, alors, on m'a fermé un œil, mais ils m'ont ouvert les yeux, en fait. Vous voyez ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mutilé, ils ont blessé à ce point-là? C'est les ordres. Ou plus exactement, c'est le climat dans lequel ils ont été mis, c'est-à-dire des déclarations martiales qu'on retrouve dans le film, de Castaner, d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'était après, mais quand Emmanuel Macron dit que dans un état de droit, on ne peut pas parler de violence policière,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut en faire, puisqu'on n'aura pas le droit d'en parler. Enfin, je veux dire, on ne peut pas les énoncer, donc on ne pourra jamais les dénoncer. C'est ça le truc. Donc là, on parle à ce moment-là de police politique, alors à ce moment-là, si c'est... Alors, le maintien de l'ordre, c'est très clairement la police la plus politique, au sens littéral du terme. Police, la cité, la politique, tout ça est extrêmement lié. La préfecture de police de Paris, celle qui commande ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, elle est fondée par Napoléon, très clairement, dans l'idée de mater le petit peuple de Paris. Napoléon sait très bien, on est en 1800, il sait très bien ce que le peuple de Paris peut faire. Il l'a fait 21 ans plus tôt, en 1789, non, 11 ans plus tôt, donc il le sait. Il crée la préfecture de police de Paris. Le préfet de police, par décret depuis Napoléon, n'a de compte à rendre qu'au ministre, pas au chef de la police, qui serait normalement, voilà, mais au ministre. Donc tu as un lien politique qui est direct, qui est évident, et on verra au fil des semaines, au fil des mois, qu'il y a des arrangements politiques, des consignes. Et d'ailleurs, chaque vendredi soir, la veille de chaque acte, à quoi on va assister? On va assister à des déclarations martiales du ministre ou de son numéro 2, Laurent Nunez, pas du préfet, très rarement, quasiment jamais du patron de la police, mais bien du politique, bien de la place Beauvau, qui est le ministère le plus proche de l'Élysée. C'est-à-dire que quand tu es à la place Beauvau, tu traverses la rue, comme dirait l'autre, et tu es à l'Élysée. Je veux dire, c'est une façon de trouver du boulot. Plusieurs ministres de l'Intérieur sont devenus présidents de la République en traversant la rue comme ça. Voilà, c'est vrai que ça peut marcher dans certains cas. Il y a certaines forces de police, et moi je vais les citer, la BAC, effectivement, les BACeux là, qui sont des chiens enragés. Moi j'ai pas peur des mots, véritablement. De toute façon, je risque quoi maintenant? Des chiens enragés. Alors ils se sont exercés, il faut bien le dire, hein, depuis plusieurs dizaines d'années, moi je dirais facilement 20 ans, dans les banlieues dites sensibles, populaires, hein, encore une fois pour moi. Et puis voilà, où ils ont pu tirer sur des personnes en fait, en toute impunité, j'ai envie de dire, dans l'indifférence générale. Ils ont pris une certaine liberté. Vous voyez, de mettre des mecs en joue et de leur tirer dessus. Comment t'expliques qu'on est franchi de tels paliers? C'est-à-dire que il y a 8 mois en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer. Jamais. Le discours policier et politique, qui est extrêmement le même, encore une fois, qui montre à quel point c'est pour eux, c'est de dire on a assisté à des scènes inédites, à l'insurrection dans Paris, etc. Ce que Patrice reconnaît en disant c'était la révolution du samedi, mais il le reconnaît avec un immense sourire. Oui, puis il y avait beaucoup de pacifisme en fait dans ce mouvement au départ. C'est pour ça que c'est avec ce sourire en fait, puisque moi je suis vraiment monté la fleur au fusil en fait. Alors, le seul truc, c'est que tu montes la fleur au fusil, mais tu montes à un endroit qui n'a jamais été, comment dirais-je, occupé depuis la Commune, c'est-à-dire les lieux de pouvoir. C'est quand même là la grande différence, c'est-à-dire que même avec 68, la Sorbonne c'est un lieu de pouvoir, mais c'est pas, disons, le lieu de pouvoir le plus bon. Eux, ils vont manifester à côté de Beauvau, à côté de l'Élysée. Et donc, le discours politique et policier, c'est ça, c'est de dire c'est des casseurs, c'est un mouvement inédit, etc. Et en fait, quand on regarde historiquement, c'est archi faux. C'est-à-dire que en termes de violence, de niveau de violence, on a eu des manifestations de pompiers dans les années 90, extrêmement dures, pour une raison toute bête, c'est que les pompiers sont aussi bien équipés que les CRS, les gendarmes mobiles. On a eu une manifestation très très dure de paysans, aussi dans les années 90, le Parlement de Bretagne qui prend feu, qui part quasiment en 94, il n'y a pas de LBD, il n'y a pas de grenades explosives, il n'y a pas de mutilation. Et là, je pense que c'est la société qui nous interroge, c'est-à-dire cette idée qui consiste depuis 30 ans à agiter l'insécurité partout et qui a fait que le seuil de tolérance de la violence policière est monté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu 1 million de gens dans la rue et il y avait du monde, mais pas tant que ça, quand il y a eu les 2 marches pour les mutilés. Ça ne révolte pas le peuple, malgré tout ces mutilations. Donc l'État se croit, et d'une certaine manière, et ça me désole, autorisé à faire ça.
Après, Et jusqu'où ça peut aller? oui, C'est une porte qui s'ouvre. Si on laisse faire, on se rend tous complices de la police, en fait. la France a été capable, quand même, en 3 semaines, de dire merde au Parlement européen, au Conseil de l'Europe et à l'ONU. 3 instances dangereusement gauchistes, comme chacun sait. On ne peut que reconnaître que liberté publique, les libertés individuelles ont méchamment reculé depuis 20 ans. Avec la complicité quand même aussi des médiatiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que l'État s'est autorisé à aller jusqu'ici parce qu'il y avait pendant très longtemps un silence médiatique très, très, très fort qui a autorisé le déni politique. Et jusqu'où l'État peut aller, moi je crois qu'à partir du moment où l'État a franchi le cap d'aller mutiler les corps et de détruire la langue, c'est-à-dire qu'il faut entendre ce que Laurent Nunez, numéro 2 de la police, dit le soir même de la manifestation des mutilés, qui est quand même, qu'on soit pour ou contre les Gilets jaunes, qui est une leçon de courage. Que nous, d'avoir manifesté, d'avoir montré les blessures, etc., de sortir de l'isolement dans lequel beaucoup d'entre eux sont. Qu'est-ce qu'on entend? On entend Laurent Nunez dire « je ne regrette rien ». Quand il nous dit ça, il nous annonce le pire. Laurent Nunez qui annonce qu'il ne regrette rien, ça ajoute de la souffrance psychologique, en fait. Quand j'ai cette image du gendarme sur BFM qui passe là, et après avoir été pris à partie par le boxeur d'Étinger, là, alors le mec il est quand même en armure, hein, et puis qui pleure ses 3 jours d'ITT, ou ses 15 jours d'ITT, avec son bras en écharpe, 3 jours après, là... Et moi, je me dis, avec un œil en moins, alors on ne peut pas mettre, ok, de valeur ou de degré dans la souffrance, mais je veux dire, mais et nous? On a été considérés comme, excusez-moi l'expression, mais des merdes, mais là on se sent comme une sous-merde en fait. On se dit, mais j'existe pas. Et ça, psychologiquement parlant, c'est très très dur. Et je vais vous dire, même sans avoir été blessé, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues détruites psychologiquement parlant, avec ce qu'ils ont pu sentir et voir. Justement, tu as abordé un peu un thème, c'est on aurait pu attendre d'une presse un résumé de la situation, en tout cas s'offusquer de ces violences policières. En même temps, ils ont été aussi, eux, au niveau de la surveillance des journalistes, au niveau de la récupération des fichiers, des choses comme ça. Donc ils auraient pu se sentir aussi, eux, menacés dans l'exercice de leurs fonctions, et donc prendre plus le parti des Gilets jaunes. Ça n'a pas été le cas. Ah non, ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, par rapport à la souffrance des blessés, ça peut sembler dérisoire, cette lâcheté de la presse. Mais on a assisté à une véritable lâcheté. Mais de la même manière que la violence policière est apparue pour une partie des Gilets jaunes, pour une partie de la population qui ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, lui, il est fils de policier, donc il ne s'attendait pas à ça, il l'a dit tout à l'heure. Eh bien, je crois que la presse a aussi montré à une partie de la population sa lâcheté. Et j'ai vu quantité de gens qui avaient fait de BFM, de TF1, d'M6 les rois du monde, et qui tout d'un coup se disent « mais en fait, ça ne marche pas, ces gens-là ne racontent pas la réalité, ou en tout cas, ils racontent leur réalité ». Donc effectivement, on a assisté à des choses absolument invraisemblables. Par exemple, le spécialiste de TF1 capable de dire début janvier, sur le plateau du 20h, c'est-à-dire là où l'opinion se fait, qui nous dit clairement il n'y a pas eu de mort, ce qui est faux, il n'y a pas eu de blessés graves, ce qui est faux. Eh bien, ce même homme, 6 mois plus tard, se retrouve place Beauvau parmi les experts invités pour réfléchir au maintien de l'ordre. Donc il est récompensé, voilà, c'est tout. C'est lui qu'on invite. Bon, c'est une identification de classe. Alors, de là à nier, de là à dénigrer, de là à traiter le mouvement Gilets jaunes de à peu près tout sauf pédophile et nazi.
Encore que. Mais on a eu. Enfin, le mouvement a tout eu. A tout eu en termes de. Tout ce qui était possible pour le décrédibiliser a été fait. Donc, il y a une responsabilité médiatique là. Je veux dire, il y a un moment. Voilà. Moi, j'étais très touché parce que. Comment Patrice a commencé. Très vite, il a parlé des banlieues. Très vite, il a parlé des violences policières en banlieue. Je veux dire, là, il y a une prise de conscience. Là, il y a une émancipation, il y a un éveil. La violence policière qu'on a vue à l'œuvre sur les Gilets jaunes a permis d'éclairer 30 ans de l'histoire de la police. Donc ça, d'une certaine manière, c'est un acquis. Maintenant, c'est aussi un test, probablement. Je veux dire, l'État français est allé extrêmement loin dans la répression et qui est élu aux européennes les deux partis les plus fervents de l'ordre, le FN et Macron. Donc le test est plutôt positif alors pour le gouvernement. À l'heure qu'il est, oui. À l'heure qu'il est. Je veux dire, si l'honnêteté intellectuelle oblige de dire que le pari de la violence fait par le gouvernement a été, je pense, provisoirement, remporté par le gouvernement, par l'État. Donc provisoirement, si on veut finir sur une note optimiste, ça veut dire qu'à un moment donné, l'arme va se retourner contre eux. C'est quoi quand tu dis pour le moment? Ben moi, ça ne me paraît pas envisageable que l'impunité triomphe. Je crois en la justice, moi, si tu veux. Je crois en la justice. En tout cas, pour ceux qui ont perdu un œil, une main, un pied, c'est carrément impensable. Impensable. Ils peuvent essayer de passer l'éponge, on va rester incrustés comme des taches. Vraiment. Et moi, j'aime à le dire, je vais leur coller aux fesses comme un cancer. Ils m'ont donné le passeport, en fait. D'accord, ben merci à tous les deux. Merci à toi. Plus jamais ça, plus jamais ça. Et je vais faire en sorte que... Voilà, j'ai mis ma vie entre parenthèses et pour voilà, c'est ce qui me tient debout, en fait. C'est cette lutte. Voilà, ça m'aide à exister maintenant. Ma vie d'avant, elle est derrière.